Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez incarné tellement de personnages différents qu'à l'écran et à la scène, vous n'êtes jamais entré dans un cadre, jusqu'à aujourd'hui où vous jouez un peintre. Bonjour Frédéric Diefenthal. Eh bien, bonjour Monsieur Pessis. Merci de me recevoir. Bonjour à tous les auditeurs de Sud Radio, que j'écoute de temps en temps de ma voiture dans le Sud, puisque j'y vis en partie maintenant. Voilà, mais en même temps, on est partout en France et on a de plus en plus d'auditrices et d'auditeurs. Oui, mais bizarrement, vivant dans le Sud, j'ai besoin quand même d'écouter Sud Radio aussi. Vous voyez, je suis du côté de Montpellier, donc je ne sais pas, je dois avoir une attirance ne changez rien, surtout. Évidente. Alors aujourd'hui, on va parler de vous, puisque le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre carrière. On va parler tout à l'heure de ce film qui est sorti il y a quelques jours, très particulier sur Van Gogh, et avec un réalisateur très particulier. Et là, le parcours, c'est à travers des dates clés. Et la première date que j'ai trouvée à votre propos, Frédéric Diefenthal, c'est le 27 novembre 1991. Je crois que c'est votre première télé dans cette émission. Giga, une émission où vous consultez une voyante dans une séquence de 2 minutes. Vous en souvenez? Ah oui, effectivement, oui, c'était... alors dans Giga, c'était Salut les copains. C'était une émission de variété pour la jeunesse qui concurrençait le Club Dorothée. Ah oui, bien sûr, oui, je me souviens très bien. Mais là, ce moment en 91 dont vous parlez... Vous êtes derrière une voyante et vous parlez de votre avenir avec elle. C'est une petite séquence. Écoutez, j'ai un vague, mais un très vague souvenir en fait. Une image, mais qui n'est pas précise. Comment vous étiez arrivé dans cette émission? Parce que c'était des figurations, c'était des petites scènes. Ah ouais, mais alors c'est pas non, parce que 91, pour que je sois dans cette émission, soit c'est de la promo, parce que mon premier tournage, c'est une sitcom qui s'appelait Salut les copains. Absolument. Produit par Gérard Jauduit. En 90, on la tourne fin 90, c'est diffusé à partir de 91. Donc vous êtes dans une séquence de promo pour cette série. Alors ouais, c'est ça, une séquence de promo ou un épisode. Alors moi j'ai une voyante, mais je l'ai dans un des épisodes de la série, donc je pourrais pas vous dire précisément. Et après il y a eu toujours sur cette plage horaire, tout de suite après d'ailleurs 91 et 92, une autre série qui s'appelait Gaulle. Tout à fait. Salut les copains, c'était une série aussi qui évoquait une époque, parce qu'on oublie toujours que Salut les copains, c'est un titre d'émission, mais au départ c'est une chanson de Gilbert Bécaud et Pierre Delanoë. Exactement, oui. Et on l'a un peu oublié, c'est une chanson de 56-57, et ça aussi c'est une époque qui vous a touché, l'époque de Salut les copains, le temps des yéyés, même si c'est pas votre époque, Frédéric Diefenthal. C'est pas mon époque, mais je suis né en 68. Donc, en tout cas, on sortait de cette époque, une autre commençait. Donc, j'y ai quand même, voilà, il y a des petites affinités qui sont là. J'ai été bercé par ces choses-là dès mon plus jeune âge, par les manches-disques et autres phonogrammes. Et jukebox et autres qui passaient quand je suivais ma mère, après ma grande sœur. Donc oui, il y a toujours quand même cette époque qui a longtemps été tout près de moi. Et d'ailleurs, le temps des yéyés est lié à quelqu'un qui est né à Saint-Mandé comme vous, qui est Jean-Jacques Debout. Ah oui, c'est vrai, Saint-Mandé. Et oui, mais je crois que c'est Chantal qui m'a dit ça. On parlait, je suis allé la voir en spectacle à Montpellier avec les enfants. Et c'est toujours en tournée, elle n'arrête pas. Elle n'arrête pas. Et je sais plus, on parlait de la vie comme ça. Et je crois qu'elle m'a évoqué ça pendant notre discussion. Et ils sont même mariés, Chantal Goya et Jean-Jacques Debout, à Saint-Mandé. Simplement, il avait oublié d'acheter les alliances. Ils sont rentrés à la maison en catastrophe. Ils ont enlevé les anneaux des rideaux et ça a été les alliances du jour pour le mariage. Alors, vous êtes né à Saint-Mandé, mais vous passez votre enfance dans le Gers, je crois, Frédéric Diefenthal, dans un petit village qui s'appelle Saint-Puy. Je passe beaucoup de temps là-bas, oui. Dès qu'il y a les vacances scolaires, c'est là-bas que ça se passe. J'y habitais très ponctuellement, en fait. Je suivais ma mère, donc c'est arrivé qu'on s'y installe un tout petit peu, mais parce qu'elle était entre deux boulots, quoi, voilà. Mais c'est vrai que ça a été... oui, mon enfance a été Paris, 12e, 13e arrondissement. Un peu la banlieue parisienne, côté de la Seine-et-Marne et Val-de-Marne, et le Gers. Et puis des petites incursions plus dans le sud, du côté de Nice. Voilà. Ce qui permet de grandir en voyant beaucoup de paysages et d'univers différents. Ah bah ça, oui, j'ai une maman qui avait la bougeotte, hein, donc on prenait la bagnole et on partait quelque part. J'ai une vie comme ça, un peu de grand voyageur.
Et le problème, c'est l'école. Vous avez arrêté très tôt. Alors après, le problème, ça peut être dans ces périodes-là d'enfance mouvementée, c'est le voyage, ça forge. Donc ça m'a servi aussi, mais c'est vrai que pour l'école, ça n'a pas toujours été évident de suivre. Il y en a eu beaucoup. J'ai eu beaucoup de changements d'école et qui ne se sont pas effectivement toujours où l'adaptation n'était pas forcément évidente. Voilà. Ça vous a pas vraiment intéressé l'école finalement, Frédéric Diefenthal? Si, mais on m'a pas laissé le temps à un moment de m'y intéresser. Je pense qu'on ne s'est peut-être pas intéressé à moi. J'étais dans une époque où on faisait pas trop cas de ce que les gamins pouvaient. Enfin, en tout cas, j'ai pas eu le sentiment dans mes souvenirs d'être tombé forcément dans ces endroits-là, puisque on nous est redoublé pour un oui ou pour un non, on se préoccupait pas vraiment. Et c'est compliqué, il y a beaucoup d'élèves, mais à mon époque, j'ai 53 ans aujourd'hui, on n'était pas autant par classe qu'aujourd'hui. Donc je pense que non, je revendique l'école, c'est important, je fais tout moi, pour que mes enfants vraiment s'y épanouissent. Après, il ne faut pas obliger, on n'est pas obligé d'avoir un parcours, d'aller jusqu'au bac et après faire des études. Non, y a plein, on peut bifurquer, comme je l'ai fait, j'ai fait des apprentissages, j'ai été orienté et tout, mais j'ai eu un moment, c'était pas que mon choix. Donc je me suis retrouvé un moment en difficulté et j'aurais pu être ce qu'on appelle vous voyez, les élèves en difficulté. Et j'aurais pu vraiment mal tourner. Mal tourner, en tout cas j'ai eu cet instinct de survie, des choses que je me suis cherché dès l'âge de 14 ans à travers des apprentissages différents. Mais je me suis retrouvé un moment en échec, en fait. Je me serais retrouvé en échec scolaire s'il n'y avait pas eu cette lumière, cette petite voix qui me parlait, qui me disait je vais réussir à faire quelque chose. Mais non, c'était pas si évident. Alors au départ, c'est l'hôtellerie, votre première formation. Il y a eu l'hôtellerie et les coiffures. Alors voilà, plus précisément la pâtisserie. Oui. Puisque à 14 ans, j'ai pas encore, à 15 ans, je suis ce qu'on appelle pré-apprenti, donc on n'a pas le droit d'être encore apprenti, 16 ans. Et j'ai commencé par la pâtisserie, et puis derrière, très vite, j'ai fait une petite année très courte, une incursion dans la cuisine par une école hôtelière, et j'étais toujours aussi apprenti, je faisais 3 semaines chez un patron et 1 semaine d'école. Ça vous intéressait ? Alors ce qui m'intéressait, c'est ce que je pouvais, alors je changeais de patron régulièrement, parce que dès que je chantais qu'on vous exploitait, ça m'allait pas. Mais j'ai croisé, sur cette route des apprentissages, jusqu'après, ça m'a été l'apprentissage, j'ai fait, 18 mois de coiffure, où j'ai passé un CAP. J'ai croisé aussi des gens passionnants, c'est-à-dire des artisans, donc qui avaient tout chacun leur réussite à travers une passion, à travers et qui m'ont appris cette chose-là, le sens du travail bien fait. Ceux chez qui je restais, ceux que j'admirais, c'était ceux-là, ceux qui juste prenaient de la main d'œuvre pas chère. Je vous dis, ça m'intéressait pas, j'avais pas grand-chose. J'ai vu cela aussi, ça m'a permis de pouvoir esquiver plus tard, être prudent. Mais j'ai eu cette chance de rencontrer sur ma route enfin des gens qui s'intéressaient à vous, que j'ai moins eu le temps, en tout cas, j'ai pas eu le temps de voir peut-être à l'école. Et ça m'a aidé, ça m'aide toujours aujourd'hui. Et si quelqu'un me pose une question aujourd'hui, un jeune homme, une jeune femme, à travers mon métier ou un autre, se cherche un truc, je vais prendre le temps de parler, en tout cas, de parler de cette chose, de pouvoir orienter, écouter l'autre aussi, voilà. Oui, mais à l'époque, vous n'imaginiez pas faire un jour ce métier-là. La pâtisserie, l'hôtellerie, la coiffure, c'était des univers qu'on vous imposait, Frédéric Diefenthal. Alors, c'est des orientations. Après, je faisais des choix. Alors, je vais vous dire, la coiffure, c'est arrivé comment ? C'est le fils d'ami de ma mère qui était donc coiffeur. Je cherchais un job d'été à un moment. Il me dit, mais viens faire des shampoings. Mais après, faire les shampoings dans son salon de coiffure. Et il me dit, tu vas voir, tu vas te faire plein de pourboires, tu vas te payer de belles vacances. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Je me suis fait des pourboires en putain, c'était génial. Et je me suis payé de belles vacances. Et après, durant ces vacances, je me suis dit, mais je me suis dit, tiens. Et finalement, je l'ai retrouvé, et puis il m'a trouvé un petit peu. J'ai fait un apprentissage là-dedans, parce qu'en fait, c'était effectivement pas trop mal payé, et ça me permettait de faire d'autres choses. Voilà. D'autres choses que j'avais peut-être envie de faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé, que j'ai pu me payer aussi les cours de théâtre. Voilà. Alors, d'abord, il faut savoir que Reggiani, Montand et Lucchini ont démarré dans la coiffure, ça leur a apporté bonheur. Et vous avez trouvé un cours de théâtre qui s'appelait le cours Viriot, qui n'était pas un des cours les plus connus de Paris. Claude Viriot a écrit des films comme Nous irons à Deauville, un film de Ray Ventura. Il avait fait d'autres films un peu oubliés des 60. Vous vous retrouvez là-bas.
Et c'était le cours Virio, je ne veux pas dire de bêtises, mais peut-être que vous avez une grande culture, donc vous rectifierez. Et c'était un des 2 premiers, ça par contre ça c'est sûr, un des 2 premiers cours privés Tout à fait. de théâtre. Avec le deuxième, c'était, je ne sais plus, c'était Simon ou Périmonie, ou je ne sais plus lequel des deux. C'est les cours Simon, voilà. Donc il y a eu d'abord les cours Simon et derrière les cours Virio. Mais qui sont moins Claude connus. Virio et après Dominique le fils. Et il n'existe plus aujourd'hui, ça s'est terminé il y a une dizaine d'années. Et effectivement, moi, ça a été. J'ai accompagné un copain à ses cours de théâtre. Et je suis jamais reparti. J'ai eu le déclic, je l'accompagnais, je regardais, bon bref, et puis Claude Virio est venu me voir à la fin du cours, j'étais au fond de la classe, il dit, jeune homme, vous avez eu envie de faire du théâtre? Non, j'étais un peu intimidé, je sais pas, j'accompagne. Et il me regarde, droit dans les yeux, il me prend la main, et il me dit, vous êtes le bienvenu ici. Ah bah ça m'est resté, cette phrase m'est restée pendant 3 semaines dans la tête et j'hésitais, j'osais même pas rappeler mon pote pour dire je vais aller au cours. En fait, je sais pas, j'avais pas pensé à ça. Et en plus, c'est un moment où je veux reprendre des études, c'est un moment où j'ai une passion pour l'architecture et j'étais prêt à passer un CAP d'ébéniste aussi pour pouvoir intégrer l'école Boulle et voilà, et finalement, je suis retourné à ces cours et je m'y suis inscrit. Et ben voilà, et la suite s'est bien passée, on en parle avec une autre date, le 8 avril 1998. A tout de suite sur Sud Radio avec Frédéric Diefenthal. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Frédéric Diefenthal. Nous parlerons tout à l'heure de Van Gogh in Love, un film étonnant qui est sorti voici quelques jours. Et une date que vous n'avez pas oubliée, c'est le 8 avril 1998, la sortie du film dont voici la bande-annonce. Taxi, qui a changé votre vie, je crois. Oh oui, un souvenir inoubliable, impérissable. Bien sûr que cette date, ce 8 avril 98, compte énormément. Oui, c'est le début on va dire le début d'une autre carrière qui commence. Mais ça fait à peine 8 ans à ce moment. Ouais, ça fait 8 ans à ce moment-là que je tourne pour la télé, des petits rôles au cinéma, des seconds rôles, il y a eu des prix, il y a eu des choses. Voilà, on fait son trou et puis tout à coup il y a une accélération. Là, c'est comme l'est le film. C'est un film en accéléré, c'est un film qui va très vite. Une comédie à 200 à l'heure, produite par Luc Besson, et va nous propulser à 800 km/h à travers... J'ai un succès, 5 millions d'entrées pour le premier. 6, j'ai à peu près tous les chiffres. On a 6,7 millions sur le premier, on est à quasiment 11, on est à 10,7 millions sur le deuxième. Le troisième fait comme le premier. C'est pareil, 6,5 millions. Et puis le dernier fait 5 millions de spectateurs. Le quatrième, après il y a le cinquième, mais ça, j'ai décidé de sortir de la course à ce moment-là. Voilà, je m'arrêtais à 4. Comment expliquez-vous ce succès que personne n'attendait C'est le public qui a choisi. C'était aussi, on avait plus qu'un parrain, il était le producteur, l'auteur du film, Luc Besson. Au sommet de sa gloire. Voilà, oui, en pleine sortie du 5e élément et au sommet de sa gloire, et quelqu'un qui est de toute façon aujourd'hui dans les... Voilà, même vous savez, tous les vous allez dans les salles où il y a en ce moment là, il y a une grosse salle qui diffuse, qui fait une rétrospective Besson, vous ne pouvez pas savoir, il y a la queue, c'est tous les âges qui sont là, les plus jeunes et tous les gens. Léon est et le 5e élément sont indémodables, en tout cas sont loin d'être démodés. Et à ce moment-là, voilà, il y a cette énergie-là qui nous emmène, cette énergie qui lui appartient, quelqu'un qui est aussi en phase avec le public depuis ses débuts, et qui nous donne qui nous fait ce passage de relais. Cette passation. Donc c'est vrai que quelques-uns ne l'ont pas vu venir, hein, puisque c'est vrai que c'est un film que le public a fait avant la presse, mais quelques-uns étaient là. Michel Drucker voit le film en privé, et demande, c'était la sortie, le même jour sortait le Dîner de cons, pas rien quand même, un Weber qui va faire, je crois, 10 millions d'entrées. 10 millions, oui. Le même jour de sortie, donc, et il y a un spécial Dîner de cons qui se fait chez Drucker. Sauf que Michel voit le film, mais peu de temps avant, 2 semaines avant, il dit, je peux pas passer à côté de ça. Et il demande à faire un petit spécial avec Samy et moi, donc on fait un enregistrement spécial qui va passer pendant le spécial Dîner de cons. Il passe une interview de 10 minutes quand même,
avec Samy et moi. C'est nos premières, on va dire, notre première interview en grande pompe et tout. Et surtout, il l'a voulu. Voilà, alors ça lui appartient, ça. Michel a cette chose quand même. On n'est pas les seuls à qui il l'a fait, mais voilà, ça, lui, il l'a, il l'a senti, il l'a bien senti. Je le remercie encore. Il faut savoir qu'au départ, vous n'étiez pas choisi, pas plus que Samy Nasseri, c'était Patrick Bruel et Vincent Pérez qui ont refusé le rôle. Ensuite, il y a Olivier Martinez et Yvan Attal, et les producteurs ont dit non, on les connaît pas, Nasseri et Diefenthal, on les connaît pas. Alors vous savez, il n'y avait pas eu, on dit de refuser et tout, il y a des vérités, il y a plein de choses qui se somment, il y a plein de raisons. Vous savez pourquoi un film se fait pas, des questions d'argent, des questions artistiques, en tout cas ça a été vraiment, oui, ça a été mouvementé le casting. Et puis Luc peut-être aussi ne savait pas à ce moment-là, il avait peut-être plusieurs idées en tête de la façon dont faire ce film. Et c'est vrai il y a eu un chemin qui l'a mené tout à coup à le faire avec deux, on va dire, inconnus du grand public. On avait déjà des choses, donc des gens qui regardaient un peu la télé, un peu au cinéma, mais ils connaissaient pas nos noms. Donc on va dire des inconnus du grand public. Et tout à coup, il dit voilà, le film va se faire comme ça. Et comme au départ, Marseille n'était pas choisi au départ, parce que ça devait se tourner à Paris. Et c'était des tels problèmes d'autorisation, de gestion de tournage, que là, il s'est rapatrié. Besson a eu l'idée de le rapatrier à Marseille. Godin a donné les clés de la ville, a dit mais oui, parce que c'est un film aussi qui a relancé une énergie cinématographique et artistique à Marseille. Parce que il y avait toujours Guédéguian qui est là-bas, mais il n'y avait plus personne pour naître à Marseille à ce moment-là. Et ça a relancé quelque chose. Et puis, il prend aux commandes Gérard Pires, dont il était fan, qui a fait ses films à toute une époque qui s'appelait Fantasia chez les Ploucs, qui a fait Elle court la banlieue, et qui, après un accident très grave, n'a pouvait plus faire de cinéma, c'est trop fatigant pour lui, donc il a quitté le cinéma, il a repris, quand il s'est remis d'un grave accident, il a repris par la publicité. Et c'était un fou de vitesse et de sport mécanique et autres, et qui s'est spécialisé dans les pubs qui ont marqué aussi toute une époque, puisque les pubs pour certaines marques de voitures que je ne vais pas citer là, avec des courses en temps réel d'une voiture, à faire décoller un avion du désert avec une voiture qui s'appelait la 205, pour ne pas la citer, sur un porte-avions. Il a fait avec toute la bande Julienne, Rémi Julienne et Michel Julienne aussi, le fils. Voilà, donc il y a vraiment eu une rencontre, et c'était, il n'avait pas fait de cinéma depuis longtemps, et Luc lui donne le film, dit j'aimerais que ce soit toi qui réalise Taxi. Et voilà, il y a c'est un carrefour, Taxi, c'est la somme de talents réunis, de gens aussi peut-être qui sont là de façon improbable aussi à un moment. Et puis voilà, le reste, l'histoire, on la connaît. Ouais, et quand on vous a proposé le rôle, vous avez sauté sur l'occasion, vous pensiez que ça marcherait autant ? À la lecture du scénario, l'énergie que Luc Besson mettait dedans, et notre rencontre avec Samy. Et après avec tous les acteurs, avec Marion, avec Emma Schauberg, Marion Cotillard, avec... Bernard Farcy, Édouard Montout, on se connaissait, on tournait déjà, on avait fait quelques tournages ensemble. Je sais pas, il y avait un parfum on ne sait pas, on est toujours superstitieux. Bon. Ouais. Ça sentait très bon, et surtout on s'amusait. On s'amusait avec, en même temps, en étant très impressionné au départ. Je me souviens, les 2 premières semaines, on dit mais tout ce dispositif pour nous. Et parce que c'était quand même un gros film, et par rapport à l'époque, pas tant, c'était pas non plus il y avait des effets spéciaux, mais c'était pas un budget faramineux, c'était d'ailleurs, comme il y avait deux inconnus, on lui a donné moins d'argent pour le faire, et voilà, il y a quelque chose qui ferait bon, mais bon, après on reste en fait, je ne savais surtout ça sentait bon, on ne pouvait pas savoir que ça allait rentrer comme ça dans la légende. Puis il y a des choses qui se sont faites pendant le tournage, la rencontre avec Ayam, comment Samy présente aussi Ayam à Luc, comment ce groupe va faire ce groupe mythique marseillais va faire la bande son du premier Taxi. C'est un tout, en fait, ce film. Voilà, on renouvelle la comédie comme on l'aime, la comédie à la française, en lui donnant un gros coup de peps. Voilà. Et vous êtes un flic qui ne dit pas qu'il est flic de peur qu'on vous demande de faire sauter les contraventions. Et il y avait à l'époque quelqu'un qui faisait sauter les contraventions de toutes les vedettes, c'était Louis Hamad. Mais oui, il travaillait à la préfecture de police, et il suffit d'envoyer des contraventions pour qu'on n'ait pas de problème et que ça disparaisse complètement du fichier. Mais il n'a jamais été arrêté, ce monsieur. C'est une belle époque. C'était une belle époque. Et puis, alors, curieusement, le Taxi, avant
avant votre film, il y a eu une chanson qui a eu son heure de gloire, c'est celle-ci. Antoine qui chante Taxi. C'est assez étonnant. Et alors, ce qui est étonnant, je la connaissais pas, celle-là. J'adore. Il faut que je la mette sur ma playlist. J'adore la musique, mais celle-là, je la connaissais pas. Et alors, le lancement a été extraordinaire. Il y avait une émission de radio qui s'appelait RTL Non-Stop. Toute personne qui arrivait à la radio en taxi avait droit au disque gratuit. Mais le voyage en taxi coûtait beaucoup plus cher que le 45 tours. Et ça a fait un tabac, cette chanson. C'est les grandes heures d'Antoine après les élucubrations. Eh oui, c'est fou. Et pourtant, aujourd'hui, c'est pas celle qu'on connaît le mieux. En fait. Non, mais ça fait partie des choses. Je suis content de l'avoir écouté, de l'avoir entendu, là. Alors, finalement, ce rôle vous a lancé au cinéma, ça a changé complètement votre vie. Ce taxi. Tout à coup, c'est un succès fulgurant qui ne vient pas progressivement, qui vient de façon fulgurante. C'est surtout ça qui change. Après, changer la vie, elle aurait pu changer d'une façon ou d'une autre. J'avais des belles rencontres, des beaux réalisateurs, des rencontres avec Tavernier, des rencontres avec d'autres. Il y avait beaucoup de choses qui s'étaient déjà amorcées, qui étaient en train de se faire. Là, tout à coup, je vous dis, c'est très rapide. Voilà. Et c'est ça qui est assez bouleversant. C'est là où, tout à coup, on est face à des choix, face à des choses où on se sent même un succès illégitime. On se dit, ça va trop vite, je suis quoi, j'ai encore rien fait. Ça fait 7 ans que je fais ce métier. On est là, vous êtes invités partout. C'est une promo internationale, on va partout dans le monde, aux États-Unis, au Japon, en Espagne, en Allemagne, en Russie, en Tchéquie, partout. Avant, il n'y avait pas encore cette guerre en Russie, je peux les citer, voilà, je suis désolé, pardon, mais oui. La promo, on l'a faite dans le monde entier, quoi. C'était, donc je vous dis, c'était vraiment quelque chose qui était fulgurant et qui pouvait faire peur aussi. Voilà, je sais que j'ai eu un moment, moi, pour m'acclimater. Pour m'y faire. C'est-à-dire pour me trouver ma place, en fait. C'est pas pour m'y faire. C'était chouette. Et bien sûr, un succès pareil, c'était... voilà, on allait dans des salles, des avant-premières. C'est pas une avant-première avec une salle remplie. C'était un multiplex complet qui jouait dans toutes les salles. C'est 18 salles qui jouent le même film. C'est extraordinaire. Pendant 3 séances d'affilée. Je me dis, voilà, on faisait des ouvertures, je me souviens des cours, comme des ouvertures comme des entrées de concert, c'est-à-dire qu'on faisait des entrées improvisées aussi dans des salles qui étaient blindées, le Rex et autres, et voilà, on était à chaque fois accueillis comme une grande équipe de foot. C'était c'était touchant, c'était galvanisant, et non, c'était de beaux. C'était de chouettes moments. C'était rock'n'roll. D'autres moments aussi importants dans votre carrière, dont un qui s'est passé le 18 mai 2005. On l'évoque dans quelques instants sur Sud Radio avec Frédéric Diffenthal. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Frédéric Diffenthal. Nous parlerons tout à l'heure de ce film Van Gogh in Love. Et on revient à une date importante aussi dans votre carrière, parce qu'il y a eu beaucoup de succès. Le 18 mai 2005, c'est la première à la télévision de ce feuilleton dont voici le générique. Clara Scheller, qui a été un événement aussi, ça a été un record d'audience de fiction sur France 2. Oui, énorme. Ouais. Et c'était un rôle qui a surpris parce que vous étiez un homosexuel et que à l'époque, c'était pas si courant. En tout cas, la télé, c'était pas le genre de personnage qui était les plus exploités. Et encore moins dans une vraie comédie urbaine ancrée dans son époque. Une comédie romantique décalée, comédie romantique aussi, là, comme le film Van Gogh, d'ailleurs, c'est une histoire aussi à 3, là. Il y a cette fille, Clara, et les 2 hommes, à un moment, qui deviennent les 2 hommes de sa vie. Hein. Ce voisin aventurier ténébreux et son collègue de travail avec qui elle forme un faux couple, JP, homo, mais ils font croire tous les 2 qu'ils sont ensemble et lui n'a pas fait son camarade. C'était assez unique, c'était un beau moment, et c'était un moment aussi où la télé, je crois qu'à la même époque, je ne veux pas dire de bêtises, Canal+ va attaquer Engrenage, oui. À peine. Oui. C'est vraiment cette année-là. Et donc, il y a un renouveau qui n'est pas encore fait, qui est déjà entamé. Hein, du côté des Anglais, ça a toujours été, l'Amérique, les séries et tout ont toujours été là. Mais on va dire les séries comme aujourd'hui, on les regarde, comme on les consomme, les mini-séries, ces choses-là. Et ça ouvrait le bal d'un nouveau genre. Et à la lecture du scénario, je l'ai tout de suite compris, ça.
Je lis Clara Scheller, je trouve ça extraordinaire, je suis ému, je ris, j'adore. Et sauf qu'à un moment, on me dit, je ne dirais pas qui, mais autour de moi, vous savez, les conseils, les gens qui me disent, c'est formidable, mais c'est pour la télé, une série, t'es sûr, regarde, là, t'arrêtes pas au cinéma, j'étais bankable au cinéma. Ben, j'ai dit non, je pense que c'est justement parce que c'est pour la télé qu'il faut y aller, qu'il faut le faire. Je dis au cinéma, je pense pas que c'est à moi qu'on proposerait le rôle, déjà. Et au cinéma, non, c'est juste extraordinaire, c'est génial que ce soit pour la télé. J'ai dit, il faut que ce soit la télé. Depuis Les Saintes Chéries, on n'a pas vu une chose aussi moderne. À l'époque, j'entends, c'était en 2000, on le tourne en 2004. Et là, bah moi, je me suis pas trompé et j'étais heureux de le faire. Mais c'était encore un moment où le monde du cinéma était très frileux. Ah, mais frileux, la télé. Il y avait encore deux mondes. Moi, d'ailleurs, c'était un truc de fou. Je pense que j'ai reçu avec la sortie de 3 événements, on va dire, cinématographiques et télé, je recevais pendant le soir de la première diffusion, et tous les 3 soirs, vous savez, je pense que 2 épisodes chaque semaine, mais j'ai mon portable qui était inondé de messages, et des gens de partout, et beaucoup de gens du cinéma, mais pour autant... Ils ne faisaient pas plus travailler à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils trouvaient ça génial, mais il y avait quand même cet aspect. Voyez, je parle de ça parce que c'était en 2005, donc c'était presque 20. Ouais, 2005, donc dans 2 ans, ça fera 20 ans. Ouais. Et aujourd'hui, vous voyez, comme quoi le monde a changé, hein, parce que voilà, tout le monde se tourne vers le support télévisé, le support audiovisuel, quel qu'il soit. C'est-à-dire qu'il y a même cette frontière cinéma et tout, puisque les plateformes, on va pas dire c'est bien, c'est pas bien, on s'en fout, c'est comme ça, c'est le monde avancé cette phase. Et aujourd'hui, bah voilà, beaucoup de prods de cinéma, je pense, n'existeraient pas de toute façon, n'existeraient plus si elles prenaient pas ce créneau-là. Alors que les producteurs anglo-saxons, dans les pays nordiques, toujours n'ont jamais fait de... Il n'y a pas de différence, hein, pour la plupart, c'était télé-ciné. Nous, on avait quand même quelques producteurs télé et cinéma. Mais il y avait quand même on faisait attention. Voilà. Mais vous parliez des Saintes Chéries, il faut savoir qu'en 67, quand Micheline Prel, qui est toujours vivante, qui va avoir 100 ans, et Daniel Génin ont accepté les Saintes Chéries, c'est la première fois que la télévision avait des acteurs de cinéma. Ah oui. Avant, ça n'existait pas. Ouais. Ah, carrément. Ouais. Donc ça a été le point de départ, et effectivement, quand vous le citez, et Clara Scheller était un événement aussi. Bon, vous avez sans doute eu des propositions malhonnêtes ensuite pendant quelques temps dans votre courrier, je suppose. Non, je suis très fier d'avoir tourné cette série. Nicolas Mercier, l'auteur, et Renaud Bertrand, le réalisateur, produit par une productrice que j'aime beaucoup, Joël Farret, et voilà. Et c'est un peu partie des choses dont je suis très fier. Voilà. Vous êtes fier. Alors, il y a eu le cinéma avec Taxi, il y a eu Clara Scheller, mais il faut revenir à vos débuts, parce que il y a des rôles qui vous font des personnages qui vous font grandir, qui vous font évoluer, qui vous font penser aussi, qui font évoluer votre pensée. Voilà. En plus, on en parle. Voilà, on est l'émission passe quelques jours après la journée LGBT contre le voilà. Moi, je reviens à vos débuts, Frédéric Diefenthal, parce que on l'a un peu oublié, mais vous avez commencé en tournant des spots publicitaires pour les brownies, pour les biscuits, pour toutes sortes de choses. Ah oui, il y en a eu de la pub. Ah oui, j'ai fait pas mal de pub au début. Ah bah évidemment. Ça me permettait de payer mes cours de théâtre, les derniers mois, de la jonction au moment où j'arrête les cours et je commence à faire les premiers tournages. Ça m'a permis je crois la dernière publicité que je tourne, c'était pour une marque c'est pour un fast-food. Oui. Et c'était Lecomte qui réalisait. Et Patrice Lecomte. Et je ne veux pas la faire. À ce moment-là, je veux plus faire de pub. Et j'ai un copain qui se fait lâcher qui perd son producteur, il devait faire son premier court-métrage et finalement le producteur n'arrive pas à le faire et tout. Et j'ai dit, écoute, il y aura peut-être un moyen de le tourner, ce court-métrage. J'ai rappelé la casting, j'ai dit, moi la pub, c'en est où? Ils veulent toujours. Il me dit, oui, t'es toujours en lice, ils sont vraiment déçus que tu puisses pas. À l'époque, ça marchait, je faisais de la pub, quoi. J'étais une petite vedette de pub, ça marchait, quoi. Et du coup, j'ai dit, ok, je suis ok, je la fais.
Et ça a payé le court-métrage. Et ça a payé le court-métrage. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui a... Comme ça que j'ai produit pendant pas mal d'années après derrière, mais ça avait commencé avec ça, de cette façon-là. Il y a quelqu'un qui a vécu grâce à la pub, qui a survécu, c'est Louis de Funès. On a retrouvé aujourd'hui une dizaine de pubs des années 50 où il apparaît, il n'est pas connu, et personne ne voulait de lui au cinéma, et il a commencé grâce à ça. Ah ben, la pub, pianiste de bar, oui. De Funès, ah oui, de Funès, parce que de Funès connaît, c'est assez unique, connaît le succès, il a passé les 50 ans. Ouais. Et pianiste de bar, il a fait croire qu'il était au conservatoire alors qu'il n'avait jamais été au conservatoire. Ben, un homme d'un talent quand même extraordinaire, c'était un très grand pianiste et un artiste hors norme. On est bien d'accord. Il y a celui qu'on connaît, ce clown burlesque qui a inventé un style, mais il y avait aussi il y a peut-être un autre artiste qu'on n'a pas vu. Je pense aussi. Et un homme qu'on connaissait mal. Ouais. Alors, à vos débuts aussi, il y a une apparition dans le clip d'une chanson qui a eu son heure de gloire. C'est toi qui m'as fait de François Feldman, qui à l'époque a réussi à être 3 fois premier au top 50 avec 3 chansons en même temps. Vous êtes retrouvé dans ce clip. Ben oui, j'ai été casté, je sais plus où. Oh, c'était suite à une audition de cours. Vous savez, il y a beaucoup de casting qui venaient, et puis il y avait ce casting pour ce clip. Et il avait été choisi pour le faire. Puis après, il cherchait la jeune fille qui devait être ma partenaire. Et puis, quand je suis venu, j'étais avec ma fiancée de l'époque. Et donc, du coup, ils nous ont dit, vous faites un joli couple tous les deux. Donc, si t'es OK, demande-t-il à ma fiancée, tu le fais. Donc, elle était OK. Donc, on a fait ça ensemble. Voilà. Il y a quelqu'un qui a beaucoup compté à vos débuts, qui a été un des premiers à croire en vous, Frédéric Diefenthal, c'est Marcel Bluval. Oui. Car Marcel, aujourd'hui, il nous a quittés. Ma grand-mère et Marcel Bluval. Voilà. Votre grand-mère aussi. Ah oui. Ma grand-mère a toujours soutenu, toujours pris au sérieux. Je pense qu'elle aimait le théâtre, elle aimait le cinéma, et voilà. Ma maman aussi, mais ma maman elle s'inquiétait, elle avait plus peur. Mais ma grand-mère, non, elle y croyait, même voyait. Je vivais chez elle. À l'âge de 14 ans, j'étais chez elle à Paris, là, lors de l'hôpital, et j'allais. Et quand j'ai commencé les cours avec les copains, les copines, on venait tous les soirs, elles nous entendaient, nous coucher à pas d'heure, écoutez, elle entendait les scènes qu'on répétait et tout ça. Et Marcel Bluval, oui, il y a eu cette rencontre pour l'Hérital. De Cavana, avec Benoît Magimel, qui a le premier rôle à l'époque, qui jouait le rôle de Cavana, en fait, parce que c'est autobiographique, ce roman. Et ça a été dès la rencontre avec Marcel, et la rencontre aussi avec Benoît, que j'ai pas revu depuis quelque temps, mais on est devenus aussi copains à ce moment-là, et c'est un garçon que j'aime beaucoup, Benoît. Et là, on s'est pas eu depuis quelque temps, mais je suis toujours. Et Marcel, qui a toujours été présent, m'a toujours encouragé, est venu aux avant-premières de théâtre, et m'a donné aussi beaucoup m'a transmis des choses, m'a donné de l'assurance. Oui, il avait été le pionnier des réalisateurs de feuilletons à la télévision. Il est le premier à avoir imposé un feuilleton à la télévision. C'était l'inspecteur Leclerc avec Philippe Nicot qui passait le dimanche à 17h30. Personne ne voulait le feuilleton, et c'est Bluval qui a insisté à ce moment-là, bien avant de faire Vidocq. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce que vous parlez de feuilleton, oui, c'était tous les dimanches le feuilleton en tant que tel. Parce que c'est combien de temps à l'écran, ça? Alors, il y a eu 39 épisodes de 26 minutes dans les années 60-62. 26 minutes, ouais. C'était une autre époque, en noir et blanc. Et vous avez tourné aussi ensuite Billy avec lui, je crois, avec Marcel Bluval. Exactement, ouais. Et ça, il a été un des premiers à croire en vous, car il avait perçu votre talent. Et est-ce que vous-même vous rendiez compte que vous aviez un avenir dans le théâtre ou dans le cinéma ou la télévision, Frédéric Diefenthal? J'ai toujours été humble par rapport à l'avenir que je pouvais avoir. En tout cas, je savais que c'est ce que je voulais faire. Je savais que j'aimais faire ça, et je me suis toujours vu aujourd'hui pareil. Finalement, j'ai les mêmes doutes, et je retrouve en revanche, un peu d'insouciance de ma jeunesse. À un moment, on la perd souvent. Vous savez, vers l'âge de 35 ans, on a tendance on intellectualise pas mal les choses, on calcule, c'est pas tout le monde, mais moi j'ai eu un peu ça. J'ai retrouvé aujourd'hui de l'insouciance et toujours ce doute et ces convictions, et comme un artisan, je me sens vraiment, oui, je serais du côté de ces artistes, en fait, qui se sentent toujours
artisan. C'est-à-dire j'aime le travail bien fait, quel qu'il soit en fait, que je sois pas du cinéma, de la télé, une pub, un court métrage. J'ai besoin une quotidienne. J'aime ce que je fais et j'ai toujours cette énergie du début de remettre se remettre à l'ouvrage et se remettre en question à chaque moment, voilà, chaque scène à tourner, chaque chose, voilà, il y a toujours un enjeu en fait. Eh ben, on va en parler dans quelques instants justement avec une autre date, le 18 mai 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Frédéric Diffenthal. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Frédéric Diffenthal. 18 mai 2022, voici quelques jours, est sorti Van Gogh in Love, un film très particulier pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une histoire autour de Van Gogh, et ensuite parce que le metteur en scène débute à 66 ans, Jean-Luc Hayache, on va en parler tout à l'heure. Et comment vous êtes-vous retrouvé dans cette aventure et Van Gogh, c'est encore un nouvel univers pour vous, Frédéric Diffenthal? Ah bah oui, complètement. C'était Jean-Luc Hayache, ce jeune réalisateur de 66 ans, qui a déjà un parcours aussi artistique, qui a fait beaucoup de dessins animés, qui a travaillé dans l'art aussi beaucoup, qui a fait de la peinture, et on s'est rencontrés. Il était distributeur et lors de la sortie d'un des films de Malik Shiban, avec qui j'en ai tourné quelques-uns, et c'était la sortie cette fois de Pauvre Richard. Et à ce moment-là, on a discuté, et puis lui me parlait qu'il écrivait aussi, du truc, qu'il était question Voilà, il me dit, je vous enverrai un jour un scénario, voilà, j'ai envie de... Et puis un jour, il a envoyé ce scénario, voilà, et il montait son premier film, Van Gogh in Love. Donc ça a été une vraie surprise, parce que c'est vrai que j'aime ces univers, on a eu cette discussion aussi, j'aime beaucoup les univers, j'ai fait quelques films comme ça, j'aime beaucoup ces univers décalés, ces choses qui sont un peu, singulières, qui font, vous savez pas si vous devez rire, si vous devez pleurer, si vous devez... Voilà, j'aime ça, j'aime les personnages schizophréniques, voilà. Et là on est, je vois comme une comédie sentimentale, parce que c'est une comédie, une vraie, mais schizophrénique aussi, quoi. Justement, on va en parler, mais avant on va peut-être écouter la bande-annonce. Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh. Ça alors, Léo Mazzotti, enchanté. Appelez-moi Vincent. Et qui est votre médecin? Le docteur Gachet, il habite près d'ici. Je ne le connais pas. Ceux qui connaissent Van Gogh vont être surpris par ce film, Van Gogh in Love, parce que c'est une histoire, c'est un vrai scénario. Oui, c'est un vrai scénario. Une vraie histoire inspirée de la réalité, mais imaginaire. Oui, c'est-à-dire que je crois que Jean-Luc s'est inspiré de pas mal de choses. Ce personnage qui est Élise, cette ex-fiancée que je retrouve finalement alors que j'ai quitté 10 ans auparavant, parce que voilà, j'étais comme un artiste maudit, que je voulais pas lui offrir qu'elle avait envie de choses, d'enfants et tout. Je lui dis non, je vais gâcher ta vie. Donc il la quitte malgré lui, il l'aime, c'est vraiment l'artiste maudit. Et puis il va être finalement je laisserai les gens découvrir ça le film. Il va être rattrapé finalement par le succès, devenir un artiste contemporain qui compte. Et puis au moment où on lui fait une rétrospective à Paris, ça fait pas mal d'années qu'il n'est pas revenu. Pendant que l'expo se prépare, il décide de se faire un petit pèlerinage vers Auvers-sur-Oise. Voilà. Et là, à la fois, il achète un petit tableau chez un brocanteur, une espèce d'autoportrait amateur, sans signature, sans rien, qui pourrait ressembler à un Van Gogh. Enfin, voilà. Il achète ce tableau et au moment où il part avec sa croûte sous le bras, il recroise cette fiancée qu'il n'a pas revue depuis 10 ans. Ils ne savent pas trop quoi se dire, c'est assez maladroit. Et puis voilà, ils se quittent aussi vite qu'ils se sont dit bonjour. Et au moment où il monte dans sa belle Mercedes flambant neuve, avec son tableau sous le bras, il la voit au loin. Mais il la voit pas seule, il la voit avec un homme un peu étrange il connaît ce gars, il dit mais il regarde son tableau et en fait c'est le personnage de son tableau qui a disparu du tableau. Il le voit. Et là commence, et bien sûr il va s'approcher, et là va commencer une histoire complètement dingue entre Élise, cette ex, ce monsieur qui serait donc Vincent Van Gogh. Voilà. Et une réincarnation, on ne sait pas. Et lui, voilà, il y a un triangle amoureux va commencer, une espèce ouais, il y a aussi tout un fond il y a aussi une satire sur l'art contemporain aussi, ce que ça, voilà, tout ce que ça draine. Il y a plein de
plein de choses, ouais. C'est un sujet totalement surréaliste. Là aussi, c'est un nouvel univers pour vous, Frédéric Diefenthal. C'est vrai. Alors, j'ai joué à l'époque de Je veux tout, de Guy Labraoudé. On l'avait fait avec Elsa Zieberstein. Je jouais un jeune architecte qui aussi faisait un peu de peinture. Et puis, je l'ai fait dans un film qui s'appelle Dédale aussi. Un personnage très noir, très sombre, où là aussi, où je peignais. Donc, c'est la 3e fois où j'ai une approche avec la peinture. Alors, ce qui est étonnant, voilà, mais là, pour le coup, j'y suis. Voilà, là, il est vraiment, il est peintre. Il faut savoir d'ailleurs que de son vivant, Van Gogh n'a vendu qu'une seule toile, qui s'appelait La Vigne Rouge, qui a été peinte en 1888, qui vaut aujourd'hui une fortune et qu'il a vendue pour 400 anciens francs de l'époque. C'est 20 € d'aujourd'hui. Et oui, mais il se voyait lui-même comme un artisan. Il peignait pour vivre, hein, pour payer son loyer, manger, comme des gars vont gagner leur pain, là, vous savez, qui peignent les touristes. Non, mais c'était ça. C'est un artisan, il ne se rendait pas compte. Et d'ailleurs, je sais pas, je crois pas, je vais pas dire une bêtise, mais c'est sa belle-sœur, la femme de Théo, qui a été là, à leur mort, hein, je crois, au nœud, tout à coup, s'est mise en action et a fait connaître l'œuvre. S'est dit, mais il y a quelque chose à faire avec ces peintures, et qui a commercialisé, qui a été d'ailleurs, je pense, ça doit être le premier. Bon, ils n'étaient plus vivants, les deux. Enfin, quoique le Théo en a bénéficié un peu, mais c'est la première VRP de l'art, en fait, qui vraiment... Et ça a marché, parce qu'elle a fait connaître l'œuvre à travers le monde, et de son vivant à elle, ça a commencé à se vendre très cher. Vous êtes un peu informé sur l'univers de la peinture, sur Van Gogh, avant de tourner ce film, Frédéric Diefenthal? Un petit peu, on en a parlé avec Jean-Luc, et puis après, c'est vrai que c'est comme... Van Gogh est un artiste omniprésent dans nos vies, de toute façon. Qui ne connaît pas Van Gogh, entre les films qu'on a pu voir, et ce qu'on peut lire à gauche à droite, et puis les événements réguliers, de toute façon. Donc c'est quelqu'un, voilà, ça fait partie de ces personnages illustres qui sont de toute façon, qui sont là en permanence avec vous, puis qui ont marqué par leur vie, leur œuvre, leur mort terrible. En tout cas, lui, voilà, a marqué les esprits. Donc après, Jean-Luc Ayache une vraie passion, et a rectifié certaines choses, même qu'on pouvait voir dans le film je pense de Piala, qui est un film que j'aime beaucoup, moi, Van Gogh, mais qui est un film romancé. Oui. C'est pas la vie de Van Gogh, et Van Gogh n'était pas celui qu'on voit à ce moment-là dans le film, puisque c'est quelqu'un qui était un grand sentimental au fond, et qui aspirait à avoir une vie qu'il ne pouvait pas avoir, parce qu'il se sentait pauvre et tout, mais avoir une famille, avoir des enfants, et qui était un grand sentimental, qui était tout sauf un coureur, qui n'était pas quelqu'un qui serait allé voir une jeune fille comme ça, comme c'est d'ailleurs raconté dans le film, et qui était un fou furieux quand même, quand il va offrir son oreille à Rachel dans le bordel. Il était osé pour lui prouver son amour, c'était osé. Donc oui. C'est un acte, c'est une revendication artistique, en fait, je pense. C'est un acte profond, et pour se mutiler comme ça, je pense qu'il était de toute façon comme Artaud et tout. D'ailleurs, il y a cette expo entre Artaud, j'ai vu une expo Artaud, je crois qu'il y a une rencontre Artaud-Van Gogh, qui était assez extraordinaire pour ça. Artaud qui était enfermé, qui était à l'asile pendant longtemps, mais je pense que il n'était pas si fou comme on dit, c'est pas ceux qui sont enfermés qui sont les plus faux. Non, Antoine Artaud qui a inventé une forme de théâtre aujourd'hui d'actualité, qui traînait beaucoup dans les années 30 dans les bars de Montparnasse tous les soirs, et donc personne ne voulait entendre parler. Alors cette histoire d'oreille, justement, on a retrouvé un document en 2016 qui présente un schéma de l'amputation de Van Gogh, et il ne serait pas amputé le lobe, mais toute l'oreille, dit-on aujourd'hui. Les médecins sont certains que ça va beaucoup plus loin. Je crois, non, mais oui, c'est... bon, après, on va parler d'autre chose, c'est glauque quand même, mais bon, c'est... Oui, non, c'est... Alors, ce qui est étonnant, parce qu'avec ce film, Frédéric Diefenthal, on est à une époque de jeunisme, vous avez choisi un metteur en scène de 66 ans qui débute. C'est aussi un pari. En même temps, c'est une façon pour Van Gogh de ne pas être classé comme un film d'art et d'essai, mais comme un film populaire grâce à vous. Bon, grâce à moi, grâce au film, tout simplement. C'est pas grâce à moi. Voilà. C'est grâce à l'énergie du film, et
Et puis après, pour parler finalement de la jeunesse, à quel âge on est jeune? On n'en sait rien. Comme disait Achard, hein, les vieux, faut les tuer quand ils sont jeunes. Oui. Donc je crois que la jeunesse, c'est d'avoir toujours des projets, d'avoir envie de faire des choses. L'âge, oui, c'est la couleur de vos cheveux quand vous en avez encore. C'est des rides, mais c'est un dessin aussi, c'est des yeux, l'œil de la personne qui vieillit. Je parle de l'enveloppe qui vieillit quand la flamme est toujours là, quand on l'a cultivée. Ça peut être de la chance, hein, quand on a esquivé des drames ou quand on a su les apprivoiser aussi. Et c'est pas donné à tout le monde. Mais quand cette flamme est là, c'est ce qui fait que vous ne faites plus d'âge en fait. Et vous avez l'œil, vous pouvez garder l'œil d'un enfant de 4 ans, en fait. C'est ce que moi, vous êtes. Je crois à ça. Et puis, chez Jean-Luc, il y a cette chose-là, il y a cette candeur, cette naïveté, mais dans le bon sens du terme. C'est comme ça aussi qu'il a osé le faire, le film, osé le produire, osé y aller, y mettre de ses sous, y aller, parce qu'un film, il y a plusieurs façons de les faire. Alors, et de l'argent, il en faut toujours un peu. Là, c'est un film qu'on appelle un film à petit budget, mais il a su, voilà, il a donné une énergie, il a eu de la candeur pour aller au bout, le faire. Et quand à un moment il a dit bon, il y a ça, on serait bien avec, ça serait mieux d'avoir au moins le double. Mais on a ça, et on va le faire avec ça. Voilà, on l'a fait avec ça, et on y est allé, et le film sort. Il est sorti. Voilà, est en salle. Et il touche le public. Aujourd'hui. Parce qu'en plus, c'est un film où on évoque un peintre, donc il y a un côté historique, il y a un côté culturel, et ça, vous aimez alterner les genres. Vous avez tourné vous avez fait beaucoup de pièces de théâtre, beaucoup de films, beaucoup de télévision, mais vous aimez à chaque fois apporter quelque chose de nouveau. Et cette petite flamme dont vous parlez, vous l'avez dans vos yeux, Frédéric Diefenthal. Je vous remercie. Je me rends pas compte, mais je vous remercie. Je suis heureux de l'entendre, et puis j'espère. Mais par moments, elle vous quitte un peu, puis il y a toujours des gens pour vous le rappeler, hein, votre femme, vos enfants, et vous-même, qu'il faut regarder quand vous commencez à basculer dans des moments un peu à râler. Vous avez perçu que ça fait une semaine que vous vous levez le matin en râlant, on vous dit mais oh, deviens pas con. Hop, on se réveille, et puis voilà. Et la flamme revient, et là, non, c'est important. Et avec toujours de nouveaux projets, parce que vous n'arrêtez pas. Écoutez, oui, c'est vrai que je n'arrête pas, mais j'essaie d'être un peu plus posé, de prendre le temps aussi. Je prends un peu plus le temps, j'ai un peu plus le temps d'être... voilà, la famille, la maison est quelque chose d'important aussi pour moi, et je fuis moins surtout. C'est ça, plus prendre le temps. Je pense qu'à une plus jeune, il n'y a encore pas si longtemps, il y avait aussi une fuite, une peur de s'installer dans le bonheur. Vous savez, c'est Gainsbourg qui chantait ça, qu'il a écrit pour Birkin, je crois. Fuir le bonheur de peur qu'il se sauve. Oui. C'était un peu ça, et de plus savoir trop, vous voyez, le mélange, c'est l'énergie du travail, l'énergie de la vie, des amis, le foyer, on ne sait plus trop. Là, on est sans cesse quand même on a tendance à cumuler des projets, à faire des choses aussi pour fuir un peu le quotidien. Voilà. Et me suis réconcilié, moi, avec cette chose-là, avec le quotidien, avec là, j'y suis bien aussi. Voilà, il me ressource, voilà, j'ai trouvé c'est une source d'énergie et là où je puise pour que puisse cultiver, en espérant continuer à avoir un minimum de talent toujours pour faire les choses. Écoutez, je ne suis pas inquiet de ce côté-là. Vous avez tellement de choses à faire et à dire. On a à peine esquissé quelques sujets, donc vous reviendrez dans la clé d'une vie pour d'autres choses. Pour l'instant, nous irons voir Van Gogh in Love, ce premier film, j'espère pas le dernier, de Jean-Luc Hayache, sur les écrans. Et puis, vous revenez quand vous voulez dans la clé d'une vie. Donc je vais citer mes camarades quand même, avec Anne de Koja qui joue Élise, Steve Dreiser qui est absolument génial en Vincent Van Gogh, Marie Borg. Voilà, c'est important de citer les partenaires quand même, pas les oublier, voilà. N'oublions rien. Et toute l'équipe qui a fait ce film. Et on les remercie, on vous félicite et continuez. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio. Au revoir et merci aux éditeurs.